La première fois que les officiers allemands sont tombés sur la vraie dimension du porte-avions américain ne sont pas venus de rapports secrets ou de manuels de stratégie, mais de l'océan énorme, où les silhouettes colossales ont coupé des vagues comme des titans en acier. Dans les premières années de la Seconde Guerre mondiale, alors que l'Atlantique était toujours la scène principale des opérations navales allemandes, la plupart des commandants de Kriegsmarine ont vu la marine ennemie à travers l'objectif des chutes de Kat, des croiseurs et la menace silencieuse des sous-marins. Porte-avions ? Ils étaient considérés comme des parties secondaires, peut-être utiles dans des situations spécifiques, mais jamais comme le cœur d'une flotte. Même la marine royale britannique, avec ses rares navires aérodromes, a été vue avec un certain dédain, trop fragile, dépendant d'une escorte constante, loin d'être décisive. Cette perception a commencé à s'effondrer lorsque les premiers récits directs de la puissance navale américaine sont arrivés à Berlin. Initialement, ils ressemblaient à des exagérations de la guerre. Les commandants de sous-marins, à l'arrière des patrouilles dans l'Atlantique, ont décrit des formes gigantesques sur les navires d'horizon largé que tout ce qui ne voit pas un simple porte-avions de style européen, mais des forteresses flottantes qui ont rejoint la taille d'une cabine de mobilité aérienne. L'intelligence navale allemande a reçu des signaux interceptés et des photos de reconnaissance, mais aucun document ne pourrait transmettre l'impact de la réalité. Ce n'est que lorsque certains officiers ont eu la rare occasion de voir ces colossi de près ou de les analyser après les affrontements, la surprise s'est transformée en véritable choc. L'un des premiers contacts indirects est passé par les rapports des commandants sous-marins eux-mêmes. Ils comptaient comme des trains, autrefois vulnérables et à la merci des torpilles, avaient maintenant une couverture aérienne permanente, ne venant pas de terrains lointains sur terre, mais de plateformes mobiles sur la mer elle-même. Ils n'étaient pas pris en charge du porte-avions, petit et limité. Ces navires ont lancé des dizaines d'avions capables de balayer l'océan à la recherche de sous-marins, forçant les sous-marins à plonger et à se cacher sous forme de proies harcelées. Pour les officiers formés à la doctrine que les sous-marins pouvaient chasser librement, l'idée que maintenant les trains naviguaient sous un parapluie aérien implacable était dérangeant. Plus tard, avec le déplacement du conflit au Pacifique, les Allemands ont suivi de près à l'intelligence avec les Japonais, rapportent que l'admiration et la peur mitigées. Les descriptions de la bataille de Midway, par exemple, ont non seulement mis en évidence la compétence tactique américaine, mais la capacité écrasante de ces porte-avions à concevoir la puissance à des centaines de kilomètres. Pour les esprits habitués à la géographie serrée de l'Atlantique, où la Grande-Bretagne était la forteresse centrale, la notion d'une force aérienne navale dominant des vastes comme celle du Pacifique semblait presque surréaliste. Et pourtant, les Américains l'avaient rendue réelle. Il y a eu des moments où les responsables des prisonniers allemands, de ces marins, sont montés à bord de porte-avions américains, que ce soit pour le transport ou l'interrogatoire. À leur retour, leurs témoignages ont été chargés d'incrédulité. Ils ont parlé de hangars qui se sont étendus comme des cathédrales souterraines, bondés d'avions alignés de précision militaire. Ils ont décrit des ascenseurs qui ont déplacé des avions tels que la magie industrielle, des équipes travaillant en parfaite synchronisation et cuisines capables de nourrir des milliers d'hommes sur des changements ininterrompus. Comparé aux espaces claustrophobes d'un sous-marin ou même d'un cuirassé allemand, un porte-avions américain avait l'air d'une ville entière naviguant sur les vagues. Mais ce qui a le plus impressionné, c'est l'échelle de ces navires. La grande arrestation allemande, comme Bismarck ou Tirpitz, étaient des monuments d'acier et d'incendie, protégés en duel avec des canons colossaux. Un porte-avions américain, cependant, avait des dimensions similaires, ou plus grandes mais dédiées à quelque chose de beaucoup plus mortel, une flotte aérienne. Expédié. Pneus et atterrissage continu, réserve de carburant pour des semaines de fonctionnement, ateliers qui ont fixé des avions au milieu de la mer. Pour les Allemands, c'était comme si plusieurs aérodromes mobiles naviguaient en formation, capables de lancer des vagues successives d'attaques. Cette réalité a ébranlé les fondements de sa doctrine navale, construite autour de batailles d'artillerie décisives et de guerres sous-marines furtives. L'étonnement a augmenté en réalisant la facilité avec laquelle les Américains ont déplié ces géants. Alors que Kriegsmarine a calculé chaque sortie de ces quelques navires obsessionnels, le porte-avions américain semblait être sur tous les fronts en même temps. En 1942 et 1943, des rapports de renseignement ont parlé de nouvelles classes en classe lancées à un rythme industriel, chacune plus grande et plus avancée que la précédente. Pour les officiers habitués à voir la construction navale allemande étouffée par le manque de ressources et les attentats alliés, la capacité américaine à produire ces villes flottantes en série abordait le surnaturel. Mais au-delà des nombres et des mesures, il y avait quelque chose de psychologique dans ces premières impressions. Les Allemands ont réalisé que la présence d'un porte-avions reprise le caractère même d'un engagement naval. Une flotte accompagnée d'un de ces navires a gagné des yeux qui ont vu bien au-delà de l'horizon, des griffes qui pourraient atteindre des sous-marins avant même de se positionner à l'attaque.
Ils avaient une flexibilité pour soutenir les atterrissages, interrompre les lignes d'approvisionnement et dominer le ciel où qu'ils se trouvaient. Pour les officiers formés dans la tradition du combat de surface, c'était une révolution dans la mer, un changement aussi radical que le passage des bougies à la vapeur. Sans surprise, en décrivant leur premier contact avec le porte-avions américain, de nombreux officiers allemands ont fait un ton d'incrédulité. Ils avaient été témoins de la naissance d'une nouvelle ère en puissance navale, où la force industrielle, l'innovation technologique et la vision stratégique ont été fusées dans une seule machine de guerre. Ce n'étaient pas seulement des navires. Ils étaient une déclaration de la façon dont la guerre dans la mer serait verrouillée, et finalement surmontée. Pour l'état d'esprit naval allemand des années 40, un navire de guerre intervient le calibre de ses canons et l'épaisseur de son armure. La fierté de Bismarck ou Tirpitz était dans ses tours d'artillerie monumentales, l'acier impénétrable de ses sabots et le prestige qu'il portait comme symbole de la puissance du Reich. En revanche, le porte-avions semblait fragile, en fonction des avions vulnérables aux tirs antiaériens ou au mauvais temps. Mais lorsque Kriegsmarine a commencé à analyser les données sur les porte-avions de la classe Essex et leurs prédécesseurs, la réalité les a frappés, ce n'étaient pas des navires auxiliaires fragiles. C'étaient des forteresses autonomes, conçues pour résister et dominer. La métaphore de la ville flottante n'était pas une simple floraison poétique. Les porte-avions américains ont rappelé au crochet en acier complexe industriel de près de 300 mètres de long. Lorsque des officiers allemands étudiaient des descriptions détaillées, l'ampleur les rendait étonnés, le poste de pilotage capable de lancer des bombardiers lourds, des hangars encombrés de dizaines d'avions, des dépôts de carburant qui ont soutenu les opérations pendant des semaines et des ateliers qui ont réparé des avions endommagés en même temps. Cette autotension était quelque chose que l'Allemagne n'avait même pas rêvé de faire correspondre. Pour eux, c'était clair, l'avenir de la guerre en mer était arrivé et c'était entre les mains de ceux qui savaient comment le construire. Dans un hôtel flottant, tandis que leurs propres hommes serraient dans des compartiments humides, rationnement de chaque gramme de nourriture comme si la défaite était déjà écrite sur les murs en acier. La différence n'était pas seulement matérielle, c'était psychologique. Les Américains avaient transformé la guerre en quelque chose qui, pour les Allemands, abordait l'absurde, une machine de combat qui était aussi une maison. Et puis est venue les installations qui ont contesté toute logique militaire traditionnelle. Les gymnases de gymnastique équipés de poids et d'appareils électroménagers, de salons de coiffure où les marins pouvaient se raser et se couper les cheveux régulièrement, même des cinémas de fortune où, parmi les missions, les hommes ont regardé des films hollywoodiens sous le bourdonnement lointain des moteurs. Pour les officiers allemands créés dans l'austérité de Kriegsmarine, où chaque minute de loisiveté était considérée comme une faiblesse, qui était une hérésie stratégique. Jusqu'à ce que les chiffres commencent à parler d'eux-mêmes, les équipages américains ont gardé des rythmes opérationnels incessants pendant des mois, tandis que les Allemands s'épuiraient depuis des semaines. La vérité cruelle était simple, le confort n'était pas le luxe, c'était une arme. Mais ce qui a vraiment laissé les Allemands sans mots, c'est l'efficacité opérationnelle de ces géants. Alors qu'un U-boot dépendait d'un équipage épuisé pour porter des torpilles pratiques, ajuster les vannes avec une précision chirurgicale et prier pour que les systèmes n'échouent pas, un porte-avions américain fonctionnait comme une montre suisse. Des ascenseurs hydrauliques transportaient des combattants du hangar sur le pont en quelques secondes, les équipes de pont, formées à l'épuisement, ont guidé des avions nocturnes avec une synchronie qui ressemblait à la chorégraphie. Et tout cela pendant que le groupe jouait de la musique en arrière-plan, les haut-parleurs ont annoncé des mises à jour et que les marins ont échangé des blagues les uns avec les autres. Pour un officier allemand, habitué au silence tendu d'un sous-marin ou au cri d'un cuirassé, qui était un spectacle de disciplines différents, moins rigide mais infiniment plus mortel. Et puis il y avait l'autonomie. Alors que Kriegsmarine rampait derrière des trains de fourniture, vulnérables à chaque torpille, le porte-avions américain a transporté la guerre avec eux. Ateliers capables de fabriquer des pièces de rechange, des dépôts de carburant qui ont duré des semaines, des systèmes de dessalement qui ont transformé l'eau de mer en eau potable. C'était comme s'ils avaient construit non seulement un navire, mais un écosystème auto-tendu. Un officier allemand, lors de l'analyse des rapports des renseignements, a marqué dans son journal « Ils n'ont pas besoin de port. Ils sont portos ». Cette liberté stratégique nous a permis de paraître les flottes où le moins était attendu, frapper d'une force écrasante et de disparaître avant que la réponse allemande ne puisse être organisée. Mais le coup final à la psychologie des officiers de l'Axe est venu quand ils ont compris le but derrière cette conception. Les Américains n'avaient pas créé seulement un navire plus grand ou mieux équipé, ils avaient réinventé l'idée même de la puissance navale. Alors que l'Allemagne pariait tout dans des armes à feu plus épaisses et plus rapides, les États-Unis avaient compris que l'avenir appartenait à ceux qui dominent le ciel au-dessus de la mer.
Un porte-avions n'était pas seulement une plateforme de lancement, c'était un multiplicateur de force qui a transformé des centaines de kilomètres d'océan en territoire hostile à l'ennemi. Lorsqu'un officier allemand a vu la silhouette d'un Essex à l'horizon, accompagné de son escorte de destroyers et de croiseurs, il a vu non seulement l'acier, il a vu la fin d'une époque. Nous avons construit des forteresses, a-t-il écrit plus tard dans un rapport confidentiel, ils ont construit des empires flottants. Et le pire de tous? Les Américains savaient ce qu'ils avaient. Alors que la propagande nazie exaltait toujours des réalisations en U-boat comme s'ils étaient invincibles, les amiraux américains prévoyaient déjà la prochaine génération du plus grand porte-avions plus rapide capable de projeter le pouvoir non seulement sur le Pacifique mais sur le monde. Pour les Allemands, la révélation était amère, ils ne perdaient pas contre un ennemi plus fort. Ils perdaient contre un ennemi qui avait pensé plus loin. Et en guerre, quand un côté redéfinit les règles tandis que l'autre décore encore l'ancien manuel, la défaite n'est pas une question de si, mais quand. Construire un autre. Et un autre après ça. Ce n'étaient pas des navires, c'étaient des parties d'un mécanisme implacable, où la perte d'une unité n'a pas. Oran le flux, n'a fait qu'accélérer son remplacement. Pour les Allemands, chaque naufrage était une tragédie stratégique, un coup dont Kriegsmarine a pris des mois à récupérer. Pour les Américains, c'était un ajustement comptable, un article à remplacer dans le prochain cycle de production. Cette asymétrie psychologique était aussi écrasante que le matériel. Et ici, il résidait à la véritable horreur des stratèges de l'Axe, la guerre du Pacifique n'était pas une bataille de flotte, mais des systèmes. Alors que l'Allemagne a épuisé ses dernières ressources pour maintenir le Bismarck ou le Tirpitz opérationnel, les marines qui, aussi formidables, étaient uniques, les Américains opéraient à une échelle qui a fait le concept de « perte irréparable » obsolète. Chaque transporteur de classe Essex était un jumeau interchangeable de la précédente, construit avec des normes si rigoureuses qu'un pilote pourrait atterrir sur l'un d'eux sans avoir à s'adapter. Les Allemands, habitués au traitement de chaque navire comme une œuvre d'art non répassiable, ont vu une ligne de montage qui crache des géants en acier avec la même indifférence avec laquelle une usine de Détroit a produit des camions. Mais le plus troublant n'était pas seulement la quantité, mais la qualité de la quantité. Les Américains ne jetaient pas simplement des navires dans l'océan comme s'ils étaient des piétons jetables. Chaque nouveau porte-avions a incorporé des leçons à partir des antécédents de combat dans les systèmes de contrôle des dommages, des ajustements du pont pour accélérer les opérations aériennes, les innovations radars et les communications. Alors que Kriegsmarine dépendait toujours des messages cryptés par des machines Enigma et des commandants qui ont improvisé les tactiques de chaleur de combat, les Américains ont affiné leur doctrine avec la précision des ingénieurs ajustant une machine. C'était comme si, à chaque navire soudain, les Américains ne le remplaçaient pas seulement, mais le surmontent. Et puis il y avait le facteur humain, qui, pour les Allemands, devrait être son atout. La discipline prussienne, sacrifice inconditionnel, fera le faire, selon la propagande de Reich, compenserait toute carence matérielle. Mais dans le pont du porte-avions américain, ils ont vu quelque chose encore plus mortel, l'efficacité sans fanatisme. Les marins américains ne se sont pas battus pour un Führer ou une idéologie du sang et du sol. Ils se sont battus pour un système qui, en échange de leur loyauté, leur a offert quelque chose que Wehrmacht ne pourrait jamais promettre, la chance de survivre. Un pilote à terre sur le Pacifique était plus susceptible d'être secouru par une recherche hydroaviatique qu'un avion allemand perdu sur l'Atlantique a dû être trouvé. Un blessé dans un porte-avions américain a reçu du plasma, des antibiotiques et un lit propre, son équivalent à Kriegsmarine a souvent reçu de la morphine et une prière. Cela a créé un cercle vicieux pour les Allemands. Plus ils étudiaient le porte-avions américain, plus ils réalisaient qu'ils ne combattaient pas les navires, mais contre une culture, ceux qui appréciaient la vie de leurs soldats non pas pour la sentimentalité, mais parce que les soldats vivants se battent mieux. Alors que l'Allemagne épuisait ses hommes dans des batailles désespérées, où la mort a été glorifiée comme une destination inévitable, les Américains ont traité leurs équipages comme un calcul stratégique. Et ce calcul, multiplié par des dizaines de milliers d'hommes, des centaines de navires, une industrie qui n'a jamais dormi, a transformé la guerre en une équation où le résultat a déjà été écrit. Lorsque les derniers rapports de renseignement sont arrivés à Berlin, apportant des nouvelles de plus de porte-avions lancés, à ce moment de la nouvelle classe de haut niveau, encore plus grande et plus blinde, les fanatiques les plus officiels du haut commandement ont estimé que le poids de la défaite s'installe. Ce n'était pas seulement une question de puissance navale. C'était la compréhension que tandis que l'Allemagne se débattait avec les griffes, l'Amérique s'est battue avec les engrenages d'un empire mécanique, un empire qui n'a jamais été fatigué, saignant et, surtout, a continué à grandir. Et contre ça, pas même Korag. Dans aucune discipline, même le désespoir plus héroïque ne pouvait l'emporter.
parce qu'en fin de compte, la guerre ne serait pas décidée par ceux qui ont combattu avec plus de fureur, mais par ceux qui pourraient soutenir le combat sans jamais s'affaiblir. 4 porteurs d'aéronefs japonais sans plaisir, ils ont été coulés en quelques minutes, non pas par des canons ou des navires de navires, mais par des vagues de bombardiers de plongée qui descendaient du ciel comme punition divine. Ce n'était pas une bataille navale comme ils le savaient. C'était un massacre d'air sur les eaux, où le vrai champ de bataille n'était pas l'océan, mais l'espace au-dessus. Et le plus terrifiant? Les Américains ont non seulement remplacé ces pertes, ils les ont multipliées. Pour les officiers allemands à mi-chemin n'était pas seulement une défaite japonaise. Ce fut un avertissement. Un présage que la guerre dans la mer avait été irrévocablement transformée. Alors que Kriegsmarine a toujours débattu de la supériorité de l'éveil et de l'efficacité des U-boats, les Américains réécrivaient les règles avec des ailes en acier et des ponts de lancement qui se sont étendus comme promesse de destruction. Chaque rapport qui est arrivé du Pacifique a confirmé la même norme, les Japonais, les maîtres de la guerre navale traditionnelle, étaient écrasés non pas en raison du manque de courage, mais pour l'incapacité de rivaliser avec un porte-voix de guerre lorsqu'une usine produit une chaîne de montage. Et puis est venu Guadalcanal. Les Allemands, qui avaient étudié Blitzkrieg comme un art, ont maintenant vu des Américains en appliquant une version navale du même principe, mais à une échelle industrielle. Non seulement les atterrissages soutenus par le porte-avions ont été soutenus, ils ont créé des fronts de bataille où ils n'existaient pas. Des îles inaccessibles ont été prises sous l'égide de centaines d'avions, tandis que les Japonais, malgré leur ténacité, ne pouvaient même pas apporter de renforts sans être décimés dans les airs. Pour les stratèges de l'Axe, c'était comme regarder un ennemi qui a non seulement dominé la mer, mais a effacé sa propre idée à distance. Le Pacifique, vaste et implacable, était devenu une planche où les Américains ont déplacé leurs pièces à une vitesse qui faisait même l'amiral allemand le plus brillant stupéfait. Mais le vrai coup n'est pas venu des chiffres, je vois la logique. Les Allemands ont compris la guerre comme un duel de testament, où la supériorité tactique et le sacrifice héroïque pourraient tourner le jeu. Mais le porte-avions américain n'a pas combattu l'héroïsme. Ils se sont battus avec des mathématiques. Chaque navire coulé a été remplacé par 2. Chaque pilote perdu a été formé et renvoyé dans des semaines. Chaque erreur a été corrigée non pas par un génie individuel, mais par un système qui a appris plus rapidement que n'importe quel ennemi ne pouvait s'adapter. Et lorsque les Japonais, désespérés, ont lancé leurs dernières attaques avec des avions kamikazes, un geste que les Allemands, en eux-mêmes, admiraient comme l'apex des Américains de détermination militaire, ont répondu non pas avec le deuil mais avec plus de porte-avions. C'est ce qui gèlerait le sang des officiers de Kriegsmarine, la compréhension que même s'ils rêvaient encore de la bataille décisive, le coup d'état du maître qui changerait le cours de la guerre, les Américains avaient déjà gagné simplement pour exister. Son avantage n'était pas sur des tactiques plus élevées, mais une capacité de production qui a transformé chaque défaite en un revers temporaire et chaque victoire dans une étape inévitable vers l'écrasement final. Le Pacifique n'était pas un théâtre d'opération, c'était un laboratoire où l'avenir de la guerre était falsifié, et l'Allemagne, témoin de tout de loin, savait qu'elle ne pouvait pas rivaliser. Parce que, au fond, la question n'a jamais été comment surmonter les porte-avions. La question était, comment gagner une nation qui pourrait en construire 10 avant d'en couler une. 4 emblèmes de porte-avions japonais, d'autres emblèmes d'invincibilité arrogante, réduits au matériel en quelques heures. Pas par des canons, pas par des torpilles lancées dans des duels en acier épiques contre le. Mais pour une chorégraphie mortelle de codes cassés, une coordination chirurgicale et des ondes d'avions implacables qui sont tombées du ciel comme un jugement. Pour les officiers créés dans la doctrine de la confrontation décisive, où le sort des nations a été résolu dans le choc de l'Armoro à quelques kilomètres, c'était un choc existentiel. La guerre navale avait sauté de l'ère des duels d'artillerie à l'âge des dieux zélés, et les dieux ont maintenant répondu à Washington. Alors que le Pacifique a brûlé, le renseignement allemand a dévoré des rapports sur le saut d'île, une stratégie qui a transformé chaque atoll à conquis en un autre clou dans le cercueil de l'Empire japonais. Mais la vraie horreur n'était pas les îles, c'était ce qui les a rendues possibles. Les dirigeants qui transportaient non seulement des avions, mais aussi des aéroports mobiles, éliminant la nécessité de construire des pistes sous les tirs ennemis, pour attendre les fournitures qui ne pourraient jamais arriver. Les équipes américaines ont martelé des positions japonaises dans des quarts de travail ininterrompus, comme si le ciel lui-même s'était allié aux États-Unis. Les officiers allemands, lors de l'analyse de ces documents, ont ressenti le poids de la révélation, si une telle tactique était transplantée dans l'Atlantique, aucun port ne serait sûr, aucune installation côtière ne serait intouchable, aucun train ne survivra. Pire encore, le rythme. Les rapports ont décrit le porte-avions endommagé revenant à la ligne de front en semaine, tandis que de nouveaux sont nés dans des quais comme s'ils étaient des produits d'une ligne de montage,
pas de bijoux irréprochables, tels que des arrestations allemandes, mais des morceaux jetables d'une machine de guerre qui n'ont jamais cessé de tourner. La leçon était brutale, l'Amérique a non seulement résisté aux coups, elle les a utilisés comme carburant. Chaque perte était une donnée jouée dans un jeu dont elle ne comprenait que les règles. Et quand, en 1944, la mer des Philippines s'est transformée en un grand massacre de Marianne, avec des centaines d'avions japonais tombant comme des mouches contre un SM américain pratiquement intact, les observateurs allemands ont appris qu'ils faisaient face à un phénomène parallèle. Ce n'était pas une supériorité tactique. C'était un domaine. Une domination si écrasante que, dans des conversations privées entre les officiers, l'évidence a été admise, si Kriegsmarine faisait un jour affronter cette force, elle serait balayée de la carte non pas comme une armée vaincue mais comme une erreur historique. Le Pacifique avait cessé d'être un conflit lointain. Il était devenu un miroir déformé de l'avenir européen. Au cours de ces nuits de 1943 et 1944, tandis que des bombardiers alliés déchiraient déjà le ciel de l'Allemagne, les stratèges de l'Axe fixaient l'horizon atlantique avec une terreur croissante. Ils ont imaginé ces villes flottantes, pas comme les navires, mais en tant que destination, sur la formation vers le dos européen, apportant avec eux la même apocalypse qu'ils avaient délimitée à Tokyo et Rabaul. Ce n'était pas seulement une menace opérationnelle. C'était psychologique. Le porte-avions n'a pas représenté une arme, ils incarnaient une certitude. La certitude que partout où l'Amérique décidait de concevoir son pouvoir, la géographie s'inclinerait, les défenses monteraient et le temps fonctionnerait en sa faveur. À la fin de la guerre, l'image de ces colossaux d'acier et d'aluminium a encore brûlé dans l'esprit des officiers allemands capturés. Dans les interrogatoires et les souvenirs, un mot est revenu comme un mantra, infassbar, incompréhensible. Pas par complexité, mais par échelle. Ces navires n'étaient pas seulement des machines de guerre, c'étaient des manifestations de quelque chose de beaucoup plus grand, une philosophie industrielle qui a transformé les ressources en pouvoir, l'innovation en inévitabilité et la défaite en simple pause pour se recharger. Almirants arrêtés à avouer, parmi les dents, que leur doctrine avait vieilli du jour au lendemain. Le cuirassé, Pride of the Reich, avait révélé un dinosaure. Les sous-marins, toujours mortels, étaient maintenant chassés par des avions qui ont émergé de nulle part, libérés de ponts qui n'ont jamais eu besoin d'approcher le danger. Aux fortifications côtières, ces monuments en béton dans lesquels Hitler avait placé sa foi aveugle, il était devant Fr. OTA qui portait non seulement des armes, mais un territoire. La guerre avait changé d'adresse et l'Allemagne n'avait même pas la carte. Les témoignages d'après-guerre sont chargés d'un mélange d'amertume et de fascination. Les officiers ont décrit le choc en marchant pour la première fois sur le pont d'un porte-avions américain, des hangars qui ressemblaient à des usines miniatures, des rangées d'aéronefs sans fin, un buzz constant de moteurs et de voix qui ne connaissaient pas le mot rareté. Pour les hommes habitués à rationner le souffle, cette abondance était un affront. Ce n'était pas seulement une question de supériorité matérielle, c'était la preuve que l'Amérique avait du mal à un niveau où la guerre n'était pas un acte de survie, mais de domination systématique. Les analyses allemandes d'après-guerre étaient unanimes, le porte-avions n'était pas des navires. C'était des décalcomanies. Déclarations selon lesquelles les États-Unis pourraient prendre la guerre n'importe où dans le globe à tout moment, avec une personne auto-affrontée qui a rendu la géographie hors de propos. Pour les anciens stratèges de Reich, la douleur n'était pas seulement une question de défaite, mais de révélation cruelle, alors que l'Allemagne avait tout parié sur l'acier et les mythes volontaires, l'Amérique avait réécrit les règles du jeu avant même le premier coup de feu. Dans les années qui ont suivi la reddition, les souvenirs des amiraux allemands portaient un ton presque prophétique. Ils ont reconnu, avec une clarté tardive, qu'aucune tactique n'aurait pu détenir ce tsunami. Le porte-avions était, selon leurs mots, l'écriture sur le mur, l'avertissement que le rêve naval allemand est né mort. Pour ces hommes, qui croyaient autrefois que la mer appartenait aux canons les plus puissants, la vérité était insupportable, l'avenir n'avait pas appartenu à l'acier mais à l'espace. Le pont qui pourrait jeter des centaines d'ailes à l'usine qui pourrait les remplacer, à la nation qui pourrait perdre des batailles et pourtant surmonter la guerre. Le porte-avions n'était pas seulement des navires. Ils étaient des tombes flottantes, où l'ancien monde a été enterré et le nouveau est né sans demander la permission.